Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette semaine, à Parole à l'élu, le député du comté de Papineau à l'Assemblée nationale, Alexandre Iraca, et en deuxième partie, le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Monsieur Iraca, d'abord, merci beaucoup d'accepter encore une fois notre invitation. Ça me fait plaisir. Merci. Il y a évidemment plein de dossiers là, dont on parle de plus en plus, si on veut, au courant des dernières semaines. Mais le ministre responsable de l'Outaouais, Stéphane Bergeron, qui est venu rencontrer différents acteurs de la scène municipale la semaine dernière, on a parlé, entre autres, du statut particulier en ce qui concerne la santé, un petit peu d'ambiguïté, si on veut, de la part de M. Bergeron. Oui, alors M. Bergeron a tenu des propos inquiétants, très inquiétants pour l'Outaouais concernant le statut particulier en santé. On sait que c'est déjà difficile dans certains secteurs de l'Outaouais en santé. Et là, de remettre en question le 20 millions du statut particulier, ça nous rend et ça me rend extrêmement perplexe. Alors, vous l'avez mentionné, il a rencontré certains acteurs de la communauté. Alors, nous, on attend toujours, les 5 députés de la région, une rencontre avec M. Bergeron. Il y a plusieurs appels qui ont été faits. On tente d'avoir une rencontre là, dans les jours qui suivent, là, ici ou à Québec, pour rencontrer M. Bergeron sur différents dossiers, dont celui-là. Alors, qui a tenu des propos très inquiétants. Alors, c'est un dossier que je vais suivre à la lettre. D'autant plus qu'on se souvient que, en fait, c'est pas plus loin que l'année dernière, quand l'Agence de la santé avait pensé ou suggéré enlever les primes aux infirmières et au personnel infirmier, la levée de bouclier, là, tous les députés du secteur ici qui s'étaient levés. Oui. Donc, si on a vu le vendredi dernier que le gouvernement semble reculer sur cette position-là. Donc, mais j'imagine que vous allez continuer d'être aux aguets. On va absolument continuer d'être aux aguets. Ce qui arrive, c'est que le gouvernement en place, qui est un gouvernement d'improvisation, on l'a vu, il y a eu plusieurs reculs. Les premières décisions ont été de couper des emplois. Hein. Il y a Gentilly 2, la mine Jeffrey. C'est des milliers d'emplois qui sont perdus. Est-ce que les ministres ont reçu une commande pour aller chercher de l'argent ailleurs, dont en Outaouais 20 millions de dollars? J'espère que ce n'est pas le cas. J'espère que ce n'est pas ça. Évidemment, vous parlez de recul. On a parlé de recul justement sur la taxe santé. Le gouvernement qui s'était engagé à supprimer la taxe santé, augmenter, on a dit, les impôts des riches, des gens qui font plus que 130 000 recul là-dessus. Est-ce que vous êtes surpris que ce recul-là, M. Oui et non. Comme je vous dis, malheureusement, c'est un gouvernement d'improvisation. Il n'y a personne à ce gouvernement-là qui a les connaissances et l'expérience comme le ministre Bachand avait au niveau de l'économie. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des promesses qui ont été faites, des propos qui ont été tenus. Et la promesse était noir sur blanc qu'ils étaient pour abolir la taxe santé. Ça ne tient pas la route. On ne peut pas abolir un paquet de choses en disant qu'on n'augmentera pas les impôts. Alors, ce qui arrive, c'est la solution facile. On augmente les impôts pour tout le monde. Alors, la taxe santé demeure, hein, c'est ça. Elle demeure jusqu'en 2013-2014. Tout le monde va payer 200 $. Et après, bien, ça va être catégorisé selon ce qui est planifié. Et la classe moyenne, à 40 000 $ et plus, vont payer 200 $. Donc, il n'y a rien de changé. Et ceux qui font plus d'argent, 60, 70, bien là, ils peuvent payer entre 200 et 1 000 $ pour la taxe santé. Alors... Est-ce que dans la tête d'Alexandre Iraca, c'est une bonne solution là, de facturer plus finalement à ceux qui en ont plus? De façon exagérée, non. Moi, je pense que les gens, on est ouvert à différentes solutions, différents scénarios. Est-ce que les gens qui ne font pas beaucoup d'argent et qui sont sous le seuil de la pauvreté, là, entre 0 et 18 000 $ et qui ont des difficultés à arriver, ou créer des exceptions au niveau des familles ou des gens monoparentales, oui, il y a des choses qui peuvent être regardées. Mais de là à taxer jusqu'à 1 000 $ pour une taxe santé, ça peut être exagéré. Et de tuer la richesse peut faire en sorte, et d'éloigner les gens qui ont de la richesse au Québec, peut faire en sorte que l'économie va s'en sortir. Et quand l'économie va mal, tout le reste va mal. Si on restait dans le domaine de la santé, mais un petit peu plus près de chez nous, on sait que Saint-André-Avelin, le CLSC de Saint-André-Avelin, qui opère une urgence. Et pour l'été, on a réduit le nombre d'heures d'accessibilité parce qu'il y avait des médecins là, qui étaient, entre autres, partis en voyage.
mais les heures qui n'ont pas été remises, Oui. donc pas plus d'accessibilité déjà, Non. et on est déjà à la mi-octobre. Ça vous préoccupe? Absolument, ça me préoccupait. Durant la campagne électorale, c'est un sujet important. Moi, c'est un sujet aussi dans mes priorités que je veux discuter avec M. Bergeron. C'est un sujet chaud parce qu'il y a des choses à faire. Il y a des ententes avec l'Université McGill pour amener des médecins à Saint-André-Avelin. Il faut absolument que les stages des jeunes médecins soient faits à Saint-André-Avelin pour augmenter les heures d'ouverture en ajoutant du personnel d'appoint. Alors, parce que les gens, ce qu'ils font actuellement pour l'urgence, doivent se déplacer à Buckingham, et ce n'est pas toujours évident. Et il peut y avoir non seulement des risques pour la santé, mais au niveau de la qualité de service, c'est pas facilement accessible pour tout le monde au niveau du transport pour se déplacer à Buckingham. Alors, il y a quelque chose à faire. C'est un dossier important, c'est un dossier complexe, mais c'est un dossier où il faut mettre du temps. Alors, c'est ce que je veux m'attarder avec M. Bergeron. Ça va être dans les dossiers prioritaires. D'autant plus que pour garder le statut d'urgence, il y a un certain nombre d'heures d'accessibilité et qu'on ne respecte pas là, actuellement. Exactement, exactement. Alors, il faut absolument réussir à amener des jeunes médecins pour ouvrir le nombre d'heures. Parce que même si on ouvre le nombre d'heures et s'il n'y a pas de médecins, alors ça ne fonctionnera pas et ce ne sera pas viable. Et vous nous parlez évidemment de transport entre Saint-André-Avelin, Buckingham. Le lien est facile avec l'autoroute 50. Oui. Est-ce que, parce qu'on nous avait promis ça à la fin octobre, ça semble que c'est un petit peu déplacé? Êtes-vous dans le secret des dieux? Est-ce que vous savez à quel moment on risque d'être capable de circuler? Alors, ce que j'ai su d'informations récentes, c'est qu'il reste 4 km d'asphaltage à faire qui devrait se faire prochainement, dépendamment de la température. Si elle est clémente, il ne devrait pas y avoir de problème et l'autoroute devrait ouvrir là, fin octobre, début novembre. Alors, si ça dépasse ça, là, je vais revenir à votre émission et je vais demander des explications. Mais dans ma tête et moi, et je présume de la bonne foi là, des gens qui travaillent dans le dossier et du ministre responsable de la région, que l'autoroute va ouvrir avant Noël. Alors, le plan de match était initialement octobre. Alors, j'ai su qu'il y avait eu certaines problématiques. Alors, je fais confiance aux gens et, comme je vous ai mentionné, le tout devrait être réglé fin octobre, début novembre. De toute façon, ça fait 40 ans qu'on l'attend. C'est ça, on va être capable. Quelques semaines de plus. Oui. Un autre dossier qui a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux la semaine dernière, on parle de garderie, mais on a parlé d'appliquer la loi 101, même au niveau des garderies, de la même façon qu'on l'applique, par exemple, dans toutes les écoles. Évidemment, pour un enfant là, en bas de 5 ans, c'est pas évident là, d'aller dans une garderie où on ne comprend pas la langue. Non. Alors, encore, c'est un autre dossier où le Parti québécois a reculé. C'est de l'improvisation. Alors, les politiques où on divise les Québécois, où on les catégorise en disant si vous parlez la langue française ou québécoise comme il faut, vous allez être de catégorie A, supérieure. Si vous avez de la difficulté, vous avez un accent, vous serez de catégorie B, puis sinon, vous ne pouvez même pas vous présenter comme politicien parce que vous ne parlez pas assez bien. Alors ça, c'est de diviser les Québécois, c'est des politiques de division. Quand on dit à un enfant qui ne peut pas recevoir des services dans sa langue maternelle à un bas âge, en apprenant le français, c'est très important d'apprendre le français, mais il y a des limites à imposer des choses en étant rétrograde et en ayant des politiques très, très fermées. Il faut avoir une politique ouverte sur le monde en priorisant le français, mais là, ça, là, c'est appliqué de manière exagérée. D'ailleurs, ils ont reculé dernièrement là-dessus. Donc, les enfants vont pouvoir quand même aller dans des garderies. Absolument. Et on sait que Mme Marois s'était engagée en campagne électorale à donner de plus en plus de place à 7 $ dans la région d'Outaouais. J'imagine que vous allez être présent. Oui, il n'y a rien d'ouvert encore. Il manque 15 000 places en garderie et il n'y a eu aucune annonce de fait. Alors oui, effectivement, c'est un dossier qu'on va suivre. J'aimerais qu'on parle maintenant du Rapibus. Évidemment, c'est un dossier là, qui traîne en longueur, augmentation de coûts et tout ça, mais on a appris à la fin de la semaine dernière, donc je pense jeudi ou vendredi dernier, qu'il y a eu des pétitions, particulièrement là, des gens de l'est de la ville de Gatineau. Donc, on parle des secteurs Buckingham, Templeton, Masson-Angers, donc des territoires des secteurs que vous représentez. Oui. Le temps de transport qui risque d'être beaucoup plus long pour certains usagers. Comment, comme député, vous réagissez? Les gens ont raison.
Les gens ont raison. Le Rapibus arrête présentement à Lorrain. Vous pouvez prendre l'autoroute, là, si vous venez de l'Est. Moi, j'ai travaillé souvent à Hall. Et quand vous débarquez au boulevard Labrosse, il y a un trafic quand même important et sur Montée-Paiement aussi, avec le viaduc. Il y a un arrêt important qui se fait. Alors, imaginez-vous, avec le Rapibus qui va être là, ça va être un trafic monstre. Alors, moi, j'avais pris comme engagement de prolonger le Rapibus jusqu'au boulevard Lorrain, justement pour désengorger. Et je pense que la STO doit s'adapter aussi en maintenant des services d'autobus express pour que les gens puissent continuer à aller au travail. En attendant le prolongement du Rapibus. C'est idéalement, après qu'on se soit rendu à Labrosse et Lorrain, il faut se rendre à Buckingham. Alors, c'est un dossier que je vais suivre de manière très importante. Mais on se rappelle que c'est sous le gouvernement de M. Charest qu'on avait décidé d'arrêter à Labrosse plutôt qu'à Lorrain. Oui, et moi, j'avais pris l'engagement de poursuivre jusqu'à Lorrain. Alors, effectivement, c'est un dossier qui avait... Le Rapibus existe parce que le Parti libéral a mis des sous. Pour toutes sortes de raisons de contamination de sol, ça avait arrêté à Labrosse et ce n'était que partie remise pour le boulevard Lorrain, alors en espérant qu'on ait une écoute attentive du ministre Bergeron. Évidemment, vous êtes maintenant député du comté de Papineau, mais dans votre carrière précédente, vous étiez président de la commission scolaire au cœur des vallées. Et on apprenait que, bon, les médias, le journal Le Droit, entre autres, qui a publié un article faisant état là, de l'entente que vous aviez avec l'ex-directeur général Pierre Daou. Oui. Des faussetés, semblerait-il, qui ont été transmises. Parce que c'est vous, M. Pilote, là, je vais mettre mon chapeau d'ancien président de commission scolaire. C'est parce que dernièrement, j'ai été appelé pour des problèmes de transport et je ne veux pas être appelé pendant la prochaine année sur du déneigement ou du transport scolaire. Il y a des gens, des grands garçons, des grandes filles qui vont pouvoir répondre à la commission scolaire, mais bon. Alors, dans ce dossier-là de M. Daou, en 2008, effectivement, il y avait un lien de confiance qui était effrité avec le Conseil des commissaires et le Conseil avait décidé de muter M. Daou comme directeur adjoint parce que le lien de confiance n'était plus là comme directeur général. Mais il était toujours là comme employé de la commission scolaire et pour des raisons aussi financières, il y avait un aspect financier. Il y a une enveloppe qui est là pour les griefs et toutes les relations de travail. Et M. Daou a été muté. Maintenant, les conditions, les règlements font en sorte que le salaire est protégé. Il y avait une différence de 50 000 $. Maintenant, on a engagé un nouveau DG et dans l'enveloppe du DG, on a engagé un nouveau DG qui gagnait à peu près 30 000 $ de moins que M. Daou. Alors, ce n'est pas 50 000 $ pendant 4 ans, c'est à peu près 20 000 $ pendant 4 ans, sauf que M. Daou a 3 écoles directeur adjoint et on l'a mis sur du mentorat pour les nouveaux directeurs, ce qu'un nouveau directeur adjoint n'aurait jamais pu faire. Donc, il y avait un mandat spécial. Donc, ce 50 000 ou ce 40 000 $ selon de la façon dont on interprète, ce qu'on a appris, c'est que l'entente devrait se terminer là, dès le mois de décembre cette année. Oui, je l'ai appris en même temps que vous, en n'étant plus à la commission scolaire. Donc, effectivement, alors... je vais laisser la commission scolaire gérer les dossiers de relations de travail. Mais de toute façon, la loi ne permettait pas qu'on arrête tout simplement de payer M. Daou. Non. Monsieur Rocca, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. On va se revoir évidemment dans les semaines qui viennent. Merci d'avoir été des nôtres. Et on se retrouve tout de suite après la pause, avec le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi.
Alors, on est de retour à Parole à l'élu. Cette fois-ci, mon invité, le conseiller de Buckingham, Maxime Penneau-Jobin. Monsieur Penneau-Jobin, encore une fois, merci d'être présent pour venir parler à vos citoyens. Bonjour. J'aimerais qu'on commence avec la rencontre que vous avez eue la semaine dernière avec le ministre responsable de l'Outaouais, Stéphane Bergeron, que vous connaissez depuis fort longtemps, déjà presque 20 ans que vous connaissez. Vous l'avez rencontré à titre de chef d'Action Gatineau. Et pouvez-vous nous parler là, des dossiers dont vous avez discuté avec M. Bergeron? Bien, en fait, moi, on a eu des discussions là, avec l'équipe, puis on a décidé d'en prendre seulement un. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, on a voulu parler de fiscalité municipale, surtout parce que le gouvernement a dans son programme d'adopter une loi cadre sur les municipalités où on reverrait la fiscalité municipale parce que les taxes foncières, il y a des limites aux augmentations qu'on peut faire. En même temps, on a toutes sortes de domaines où on voudrait être plus présent parce qu'on est le gouvernement le mieux placé pour agir bien souvent. On est plus près des gens, on est plus près du terrain, on est plus près des acteurs. Ça fait que c'est mieux fait puis ça coûte moins cher dans bien des dossiers quand la Ville est présente. Pas partout, là, mais c'est souvent le cas. Donc, on a parlé essentiellement de fiscalité municipale. Moi, je reviens avec l'idée de dire que Québec devrait céder une partie de la TVQ aux villes. Comme ça, quand il y a de l'activité économique sur le territoire, bien, il y a un gain pour nous. Donc, on a un gain à stimuler l'activité économique, culturelle, sociale. Tout. Tu sais, si ça bouge, ça retombe dans nos coffres, alors que là, si ça bouge, souvent, ça fait juste nous coûter plus cher. Évidemment, ce n'est pas un discours que vous faites pour la première fois. Vous en avez parlé là, régulièrement sur nos ondes. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'avec le changement de gouvernement, l'oreille où on entend différemment, avez-vous l'impression qu'il y a une ouverture peut-être un petit peu plus grande avec le nouveau parti? Théoriquement, tous les partis se ressemblent un peu. Là. Ils sont tous d'accord que... D'abord, ils reconnaissent tous le problème. Là, on a un nouveau gouvernement qui veut se démarquer assez vite. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir, puis c'est une des raisons de choisir ce sujet-là aussi, c'est que d'abord, ils ne seront pas là très longtemps. Il va y avoir une élection éventuellement. Mais en plus, la CAQ et les libéraux et le Québec solidaire, sur la théorie, ils sont d'accord. Ça fait que si le gouvernement joue bien ses cartes, ça pourrait être un lieu où on avance. Là. Ça pourrait être un succès, cette affaire-là. C'est pour ça que c'est une raison de plus d'en parler. Puis M. Bergeron était critique avant pour l'opposition en matière municipale. Donc, il connaît ces dossiers-là aussi. Il connaît aussi l'Outaouais pour y avoir habité pendant de nombreuses années. Le schéma d'aménagement qui a été présenté aussi la semaine dernière, vous nous en avez parlé un petit peu là, du développement là, dans le secteur, notamment le secteur de l'Est, Buckingham, un petit peu Masson-Angers. Dans quel coin on peut s'attendre à voir des développements, du développement résidentiel dans le secteur ici? D'abord, c'est un des coins à l'est, puis c'est presque maintenant à Masson-Angers, il n'en reste plus tellement, là, c'est beaucoup Buckingham, où il reste beaucoup de terrain. Il y a une bande d'à peu près 700 unités au nord, en fait, autour de la polyvalente. Là, là, il y a un endroit qui pourrait être développé. Il y a, sur la rue Georges, les terrains qui sont, en fait, à peu près exactement entre Buckingham puis Masson, l'ancien Buckingham, l'ancien Masson. Là, il y a un trou dans la trame urbaine, là, où il n'y a plus de maison, là, puis on a... Là, il y en a beaucoup aussi, en plus du redéveloppement. On a de la place là, pour développer, en fait, pour doubler la population de Buckingham s'il y avait une demande. Le problème qu'on a ici, c'est qu'il n'y a pas assez de demande. Mais les infrastructures aussi qui ne sont pas là actuellement, on va devoir investir. Tout le nord-ouest, là, tout ce qui est ce qu'on appelle l'autre côté de la rivière, là, à l'ouest, en haut de la rue Foucault, là, il n'y a à peu près rien à faire avec ça. C'est-à-dire que oui, on peut, là, mais on a 9 millions juste pour se rendre au terrain. Pour que les tuyaux soient refaits, puis la pression soit là, puis qu'on soit capable de traiter les eaux usées. Donc, au nord-ouest, il n'y a pas de... Même dans les infrastructures, ça ne sera pas fait avant une dizaine d'années au moins. Et on a aussi parlé là, de développer le secteur là, de l'avenue Lépine pour en faire peut-être éventuellement un parc industriel. Oui, ça, c'est pas fait, mais c'est une bataille importante. C'est qu'au sud de Lépine, il y a des terres agricoles qui sont des bonnes terres. C'est pour ça que c'est pas évident qu'on serait capable d'avoir... Puis, je suis même pas sûr qu'on veuille, là, mais c'est là où c'est le plus logique d'installer un terrain, une zone industrielle, parce qu'on veut des emplois à Buckingham. Une des qualités de chez nous, c'est qu'on peut travailler et habiter ici. Est-ce que c'est là la meilleure place? Peut-être qu'il y a d'autres endroits, parce que ces terres-là, on ne veut pas les perdre. S'il n'y a pas d'autres endroits, est-ce que la Commission sur le territoire agricole accepterait qu'on en prenne un peu pour... c'est pour ça que je dis que ce n'est pas fait, c'est extrêmement compliqué.
Moi, je suis un de ceux qui veut préserver le territoire agricole. C'est pour ça que la question qu'on se pose, là, c'est y a-t-il d'autres endroits? Mais si on oublie la terre agricole, l'endroit le plus logique, c'est pas mal là, pour de l'industriel, parce que notre terrain industriel, il n'a plus de place. Ouais, exactement, d'autant plus qu'à Gatineau, on est vraiment en pénurie là, de terrain, un petit peu dans le secteur peut-être Elmer, mais ici, ça serait un autre endroit qui est très logique. L'idée, c'est que ça ne soit pas des pôles où les gens travaillent tous à Hull ou tous dans l'ancien Gatineau. On veut que les gens soient capables de travailler près de chez eux. Ça fait qu'on veut densifier même la zone commerciale à l'intérieur du centre-ville de Buckingham, là, augmenter la présence de commerce là. Mais au point de vue industriel, puis je fais bien la différence entre les deux, là, ça serait sur l'Épine. Évidemment, notre émission qui est enregistrée lundi matin et demain, là, au Conseil, les conseillers municipaux vont voter pour l'acceptation ou non du nouveau schéma d'aménagement. Est-ce que vous avez l'impression qu'il risque d'y avoir des batailles un petit peu plus serrées? Bien, moi, je ne sais pas si ça va être une bataille, mais disons qu'il y a des discussions qui restent à faire avant l'adoption finale. Là, on va faire un premier vote sur des grandes orientations. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui manquent. Moi, je suis pas, au moment où on se parle, je ne suis pas toujours tout de suite prêt à voter pour. Parce que une des choses qu'on n'a pas faites, ou on n'a presque pas fait, c'est de parler à nos voisins. On a eu une seule rencontre avec la MRC des Collines, alors que les décisions qu'on prend à Gatineau ont un impact direct chez eux. Si nous, on resserre le développement un peu pour amener ça vers pour densifier, bien, si ça fait que les gens vont s'installer l'autre bord de la frontière des collines, on n'a pas nécessairement gagné du point de vue, entre autres, de l'environnement puis de la circulation puis tout ça. Ça fait qu'on devrait se parler pour qu'on arrime nos deux schémas. Et ça, moi, si on ne le fait pas, je ne suis pas sûr que je vais voter pour le schéma. Pour moi, c'est important qu'on fasse ça. On sait déjà que la Ville veut développer autour du Rapibus ou du futur Rapibus qui devrait normalement voir le jour en 2013. Mais vous savez très bien que les citoyens de l'Est sont un petit peu en furie par l'arrivée du Rapibus, des trajets qui vont être très allongé, une demi-heure, même 38, 40, 50 minutes de plus pour les citoyens de l'Est. Et même déjà une pétition là, qui circule pour que la STO recule. Est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer les gens de la STO? C'est-à-dire, j'ai rencontré beaucoup de citoyens, j'ai rencontré les gens de la STO à la rencontre formelle. J'ai parlé à M. Martin, là, qui est le président de la STO. On a évidemment un problème important là, parce que... D'abord, c'est Rapibus, là, c'est pas supposé ralentir. Oui, tout à fait. En même temps, puis là, je vais présenter la position de la STO pour dire où je me situe. L'objectif de la STO, c'est la fiabilité. Oui, c'est ce qu'on nous dit, fiabilité parce que... C'est-à-dire qu'on ne sera plus bloqué, les autobus ne seront plus bloqués sur l'autoroute 50 puis perdent... sauf que, parce que ça va être fiable, parce qu'à partir du moment où on rentre dans le Rapibus, on sort à l'autre bout toujours à la même heure. Fait que ça, c'est un gain important. Là où il y a un problème, c'est que si tout ça prend une demi-heure de plus, il y a des heures où c'est même pas vrai que c'est congestionné sur l'autoroute 50. Là. Les gens, ils partent de la maison puis ils arrivent au travail quasiment aussi vite qu'une voiture, qu'en voiture. Donc, c'est là où on a un problème parce que c'est beau la fiabilité, mais à 38 minutes de plus, ce que les citoyens me disaient, c'est j'aime mieux prendre le risque que l'autoroute soit congestionnée, là, parce que c'est pas toujours congestionné. Ça fait que si 8 fois sur 10, je le fais vite, les 2 autres fois, je peux vivre avec. Là. Ça fait que c'est là où on a un problème, puis il faut que la STO regarde comment... Puis d'après moi, il y en a des solutions. On peut garder un certain nombre d'express là, qui partent. La question, c'est quand l'autobus revient, il va où, puis ça nous coûte combien qu'il soit vide, si on n'est pas capable d'empêcher qu'il soit vide, là. Parce que tout ça a un coût. Les express ont un coût, l'autobus a un coût. Donc, les solutions qui vont être mises sur la table, d'après moi, il y en a. En fait, c'est évident qu'il y en a, mais c'est combien ça coûte. Puis c'est là où j'attends de voir ce que la STO est en train de travailler. Mais la pétition, là, il était, il y a quelques jours, à 800-900 noms. Ils distribuent des tracts dans les autobus. On est mieux d'en trouver des réponses. Oui, bien, tout à fait. Surtout au prix où ça va avoir coûté aux citoyens, là, si on ralentit le... Puis le coût pour tout le monde, si ces gens-là prennent l'auto, là, on ne veut pas là, que rajouter des autos sur la route. Là. Au contraire, on veut que le système de transport en commun soit attirant.
C'est là où ce qui est sur la table, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'aimerais qu'on revienne sur, et vous nous en avez parlé depuis quelques semaines maintenant, les 150 000 derniers dollars de Gatineau, le surplus de l'ex-ville de Buckingham, pardon. Vous avez rencontré, en fait, ou ce soir, vous allez rencontrer les citoyens dans une rencontre en anglais. Vous voulez que les gens vous disent comment utiliser ce surplus-là. Mais vous êtes quand même un petit peu directif quand vous nous dites, bien, je veux que ce soit, ou j'aimerais que ce soit des projets qui soient centrés vers le patrimoine, donc l'histoire, et vous allez orienter un petit peu plus vers ça. Est-ce que les gens peuvent vraiment vous apporter d'autres suggestions? Et, Tout à fait. Moi, d'abord, oui, je fais 2 rencontres. Moi, j'ouvre la discussion parce qu'à chaque fois qu'il y a un projet à financer à l'Est, les gens nous regardent, M. Montreuil et moi, puis mes collègues, puis ils disent, bien, vous avez de l'argent dans vos surplus. ouais. Donc, à un moment donné, on va être obligé de le dépenser. Et c'est pour ça que moi, je mets la discussion sur la table tout de suite, parce que j'aimerais mieux que ce soit notre décision qu'une décision imposée par d'autres. Pour moi, ce montant-là, d'abord, il n'est pas très gros, 150 000, on ne peut pas parler d'infrastructure bien, parce que ce n'est pas assez gros. On peut faire un projet intéressant, mais c'est ni trop gros ni trop petit. Là. Pour moi, c'est juste un bon montant. Pour moi, il y a une charge symbolique. C'est vraiment la dernière pièce de Buckingham. Puis pour des gens comme moi, puis comme bien d'autres qui sont attachés à cette communauté-là, ça a une valeur symbolique importante. Peut-être je me trompe. Peut-être que... je sais pas, moi, les gens sentent qu'on met assez notre histoire en valeur, puis c'est pour ça qu'il y a la priorité. Moi, je suis prêt à écouter tout le monde. Je serais un peu surpris si c'était pas ça, mais je suis ouvert, là. Moi, Bien, parce qu'on sait qu'il y a déjà une société d'histoire, on sait qu'il y a déjà au moins 2 volumes qui ont été écrits sur l'histoire de Buckingham. Les organismes communautaires, évidemment, qu'on va venir frapper à votre porte, est-ce que c'est le même processus que les gens vont vous rencontrer là, dans ces rencontres-là, ou s'il y a quelque chose d'autre de prévu? Ça fait 4 ans que je fais des assemblées de quartier, puis tout le monde est bienvenu. Puis si il y a un citoyen qui veut parler au nom d'un organisme, moi, ça s'est produit dans le passé, puis ça va se produire dans l'avenir. Il n'y a pas de... Mais vous n'avez pas reçu de demande particulière de la part de certains organismes qui vous diraient, bien, moi, j'ai ce petit projet-là, j'aimerais qu'on puisse... C'est-à-dire que oui, j'ai des discussions informelles. Je n'ai pas reçu de lettre qui dit « je veux ça », mais oui, c'est clair qu'il y a des gens qui ont des projets. Il y a des gens qui ont des projets en cours, même la Société d'histoire elle-même. Donc, c'est pour ça que moi, j'ouvre la discussion. Puis là, on va voir ce qui en ressort, puis on aura une discussion entre nous. Ce que j'ai établi dès le départ, c'est que je ne veux pas être tout seul à prendre la décision parce que c'est symboliquement trop important, cet argent-là. Fait qu'à partir du moment où j'ai dit ça, je suis prêt à écouter. Donc, il y a effectivement eu une rencontre lundi soir, qui s'est déroulée en anglais, prochaine rencontre en français. On peut peut-être rappeler en terminant l'endroit et un petit peu les coordonnées. Oui. Comment ça va se passer? C'est à l'ancien hôtel de ville, 515 rue Charles, à 19 h. Moi, je vais faire un petit discours très bref d'une dizaine de minutes sur certains enjeux, notamment celui-là. Après ça, c'est période de questions ouvertes. Là, les gens, comme d'habitude, ils peuvent poser des questions sur les sujets qu'ils veulent. Si je n'ai pas la réponse, j'ai quelqu'un qui prend des notes, puis je rappelle les gens un peu plus tard. Voilà, alors on va se donner rendez-vous jeudi. Merci beaucoup, M. Pedneau-Jobin. Bonne fin de journée. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à continuer de nous suivre sur notre site web au www.tvc.qc.ca. Ici Michel Pilote. Passez une bonne fin de soirée sur nos ondes. Merci. À la semaine prochaine.